Merci de nous rejoindre dans votre magazine Question d'actualité. La RDC se positionne très bien en cette nouvelle année 2022 parce qu'ayant dans son sol et sous-sol des minerais stratégiques, notamment les cobalt, les lithium, le cobalt qui fait déjà de la province du Lualaba la capitale mondiale justement de ces minerais stratégiques. Est-ce que l'industrie minière apporte de la manne, contribue efficacement au budget de l'État? Si c'est le cas, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les entreprises minières, aussi bien du portefeuille que celles privées, puissent contribuer efficacement au budget de l'État et au développement de la RDC? Et pour vous en parler, j'ai invité pour vous un expert en mines. Il a travaillé très longtemps dans les mines. C'est pratiquement un chevronné, un vieux routier. Il s'appelle Jacques Prosper Ngandou Kayembe. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien, M. Oscar. Je signale que vous êtes ingénieur civil métallurgiste et en même temps économiste minier. C'est ça? C'est exact. Vous avez, en parcourant votre CV, qui d'ailleurs est très costaud, vous avez travaillé à la Gécamine pendant très longtemps. Vous vous occupiez de quoi? Gécamine, j'ai commencé à travailler comme ingénieur de recherche au département de recherche métallurgique à l'ICASI. Ça s'appelait recherche et expérience. Après, je crois, 4 ans, je suis allé dans les usines métallurgiques. Je suis allé à Luilou. Donc dans la province du Lualaba. Dans la province du Lualaba, où nous avons produit du cuivre et du cobalt. Et c'est une usine et à ciel le cobalt ouvert? métal. Pardon? Usine à ciel ouvert? Non, l'usine, c'est une usine métallurgique, donc avec c'est bien fermé, mais la matière première venait de la mine souterraine de Kamoto et venait des carrières qui sont des mines à ciel ouvert. Et là, c'est quand la Gécamine était encore une et non émiettée. Même aujourd'hui, ceux qui produisent du cuivre et du cobalt peuvent le produire à partir d'abord des carrières, donc des mines à ciel ouvert. D'autres, ça dépend de la configuration du gisement, qui peut vous dicter d'aller en souterrain. La mine de Kamoto, c'est une mine souterraine. Et après Kolwezi dans le Lualaba, vous avez travaillé encore où? Après le Lualaba, je suis allé en formation d'abord en France et puis aux États-Unis pour faire la maîtrise en économie minière et MBA. C'était avant de rentrer maintenant pour travailler à la direction générale. Pour travailler à la direction générale de la Gécamine, qui est à Lubumbashi. Donc vous détenez beaucoup de secrets parce que vous avez travaillé pendant très longtemps, parce qu'on s'entretenait en off, vous m'avez confié en disant que c'est depuis 1979. Non, 75. Ah, 75. J'ai commencé en 75. À la Gécamine. À la Gécamine, au département de recherche. Que vous avez quitté avant son démantèlement. J'ai quitté avant son démantèlement. Voilà, juste puisque nous parlons du démantèlement, est-ce que c'était une bonne chose? Parce que je me rappelle, j'étais encore tout jeune. Il y a eu ce qu'on appelait à son temps des départs volontaires, n'est-ce pas? On a soumis certains agents et cadres de la Gécamine à aller, entre guillemets, en retraite parce que la Gécamine sentait le poids du personnel. Les charges sociales pesaient lourdes sur même le rendement. Mais l'erreur que vous faites tous, c'est de commencer par les problèmes. Mais d'où viennent les problèmes? C'est l'homme qui a créé les problèmes, qui ont fait que la Gécamine était dans son état. Et on crée un autre problème, on le démantèle, mais d'une manière moins réfléchie. Revenons sur votre question. D'où vient le problème? La Gécamine, vous savez que ça appartenait d'abord à l'Union minière. L'Union minière du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Quand nous avons eu la Gécamine, en 1973, il y a eu le choc pétrolier, le premier choc pétrolier. Et avec le premier choc pétrolier, la Gécamine ne savait plus faire son programme minier pour alimenter ses usines.
et commencer à vivre sur les stocks. Les réserves ou stocks? Les réserves. Non, je préfère les stocks parce que c'était déjà sorti Voilà. et mis en remblai. D'accord. Et la GECAMIN a réagi pour dire aux propriétaires, attention. C'est l'État congolais. C'est l'État congolais. J'ai dit ça en connaissance de cause parce que j'étais à la recherche. Oui, vous avez travaillé pendant longtemps à la GECAMIN. Alors, nous avons demandé, attention, nous avons maintenant de retard dans le programme minier pour pouvoir faire le programme des métaux, de la production des métaux. Nous avions un retard de 10 millions, non, de 30 millions de mètres cubes à excaver. Nous n'avons pas eu l'argent pour ça. Et les 30 millions de mètres cubes à excaver, oui. Ça peut prendre combien de temps? Oh, c'est plusieurs années. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 30 millions de mètres cubes. J'ai dit le mètre cube, oui, de la terre, mais il y a aussi des quantités d'eau qu'il faut évacuer. Oui. C'est un travail ce que vous appelez de longue... L'exor. Voilà. Bon, mais il ne faut pas non plus oublier que la GECAMIN a beaucoup souffert de la guerre de libération de l'Angola. La GECAMIN devait faire un programme supplémentaire de 100 000 tonnes de cuivre. Je ne parle pas du cobalt, mais 100 000 tonnes de cuivre supplémentaires qui devaient amener la GECAMIN à faire 550... Ça, c'est entre quelle année et quelle année? Dans les années 75. Mais le fait que l'Angola est en guerre, nous avons fait venir... Oui, nous avons fait venir du matériel. Nous n'avons jamais su faire le programme qu'on appelle P2 et qui allait donner à la GECAMIN 100 000 tonnes supplémentaires. Le programme P2, vous voulez faire allusion au programme de la Banque mondiale? Bon, oui, la Banque mondiale allait financer, mais c'était un programme qui était prévu pour la GECAMIN. Et c'était un échec. C'était un échec. C'était un échec. Voilà. Et puis, nous avons eu la guerre de 6 jours. De 77. En 78. 77, nous avons eu ça. Voilà. Les conséquences, c'est qu'il y a eu des morts et la plupart des cadres expatriés étaient partis. Les Congolais se sont organisés eux-mêmes et ils ont redémarré toutes les usines. Et ils ont continué à produire. D'ailleurs, quand vous regardez les statistiques, vous ne verrez pas tellement l'impact de cet événement à la GECAMIN. Donc c'était donc le début de la descente aux enfers pour ces géants miniers, parce que vous parlez de la guerre des 6 jours. Non. Après, quelques années plus tard, ce sera même les départs volontaires. Non. Avant cela, nous avons eu l'éboulement d'une partie de la mine de Kamoto. Et je crois que c'est en 1990, au mois de septembre, si j'ai encore bonne mémoire. Et cumulé, nous avons perdu cumulé aussi à la crise 25% politique. Donc de la production du cuivre. Bien sûr, tous ces effets, les retards dans les investissements, ont fait que la GECAMIN s'est retrouvée devant des problèmes. Notamment des charges sociales. Bien sûr, parce que demander à l'État de licencier des gens, réduire le personnel, la réponse était non, pour des raisons politiques. Moi, je suis un ingénieur, je ne suis pas politicien. Mais la Banque mondiale a dit, si on doit vous financer, vous appuyer, absolument, il faut procéder par les départs volontaires. Ah, bien sûr. On a demandé aux gens de pouvoir partir et on a payé, mais on n'a pas payé ce qu'on leur devait. Voilà. Ils sont partis. Et ça a occasionné même beaucoup de morts parmi les agents et cadres. Bien sûr. Parce qu'ils ne vont pas supporter cette nouvelle vie. Tout à fait. Tout à fait un peu médiocre par rapport à toute votre vie qui part en fumée. Mais quand les gens sont partis, il y en a qui sont restés travailler. Aujourd'hui, vous savez quelle est la production de la GECAMIN? Non. Si vous prenez, c'est à vous de nous donner des éléments. Si vous prenez la moyenne des 10 dernières années, la production de la GECAMIN est de 20 000 tonnes de cuivre par an. 20 000 tonnes de cuivre 20 000 tonnes de cuivre par an. Mais la GECAMIN faisait
470 000 tonnes. Donc, on a quitté de de 470 000 tonnes à 20 000. Donc, quand vous parlez Donc, de la gécamine d'aujourd'hui... dégringolade. Ah oui, quand vous parlez de la gécamine aujourd'hui, il faut faire attention. Ce n'est plus l'ancienne gécamine. C'est la gécamine qui fait 20 000 tonnes et peut-être 500 tonnes ou 600 tonnes de cobalt, alors qu'elle faisait 16 000 tonnes de cobalt. Mais aujourd'hui, il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique pour remettre sur les rails la générale des carrières et des mines avec des réformes, avec de nouveaux mandataires et puis le chef de l'État a nommé de nouveaux animateurs à la tête de cette entreprise d'État, en dépit bien sûr du démantèlement qu'il y a eu avant. J'ai été vraiment très content de la réaction du chef de l'État de doter la gécamine d'un conseil d'administration, des personnes qui savent de quoi ils parlent. Parce que vous savez, moi j'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration. L'État a envoyé qui dans les conseils d'administration? Souvent des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire un bilan. Non, vous voulez me dire que l'entreprise était politisée? Mais bien sûr, toutes les entreprises étaient... Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de la politique. Mais attention, nous sommes dans les mines ici. Si vous voulez faire la stratégie minière, il faut avoir une certaine connaissance. Mais les directions générales des entreprises, même si on ne les dit pas clairement comme ça, mais ce sont toujours des directions qui sont politisées parce qu'ils sont nommés par des politiques, justement. Et quand ils sont là-bas, ils répondent à un mot d'ordre, ils répondent à une vision. Mais une mine concerne une matière qui s'épuise. Ce n'est pas comme les arachides où on les plante, on garde une partie pour s'aimer demain. Les mines, quand on prend du cobalt, ça s'en va, ça ne revient pas. Et quand ça part, on reste avec des trous. Ah oui, on reste avec des trous. Et les trous, comme en Mbuji-Mayi, ça va faire des têtes d'érosion. Et les têtes d'érosion diminuent les surfaces cultivables. Et l'alternative, c'est quoi? Tout en développant l'industrie minière, il faut penser à une alternative, justement, parce que vous avez dit que les minerais s'épuisent. Oui. Il y a des trous qui restent, et puis la surface des terres s'amenuise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement, par exemple, pour que l'industrie minière soit profitable à la République? Bon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai été une fois invité à la Banque centrale. Je suis allé... La Banque centrale du Congo. Du Congo. Et j'étais dans la salle, la grande salle. Peut-être que vous avez déjà été là. Il y a une grande table. Et nous étions en réunion là-bas. Et on a parlé de l'artisanat minier pour les diamants. On était content des 600, 700 millions de dollars que le diamant de la production artisanale produisent. J'ai posé une question et j'attends toujours la réponse jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était en quelle année? Oh, il y a une dizaine d'années. Bon. J'ai posé la question, j'ai dit, tiens, mais nous produisons du diamant venant de l'artisanat minier en Mbuji-Mayi. Quel est le coût de cette production? Je me rappelle, celui qui dirigeait la réunion n'avait pas de réponse. Il m'a promis qu'au courant de la journée, on aura la réponse. Une réponse politique. Bon, et j'ai attendu, j'ai donné mon email, j'attends toute la réponse jusqu'aujourd'hui. Et vous consultez toujours votre email, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais vous savez pourquoi je pose la question? Et vous savez pourquoi je suis venu? C'est parce que je voudrais contribuer au développement de mon pays. C'est ça ce que le président demande. Alors, il y a plusieurs personnes comme moi qui ne sont peut-être pas venues. Moi, je suis peut-être téméraire, où vous m'avez fasciné, et j'ai dit, je viens vous raconter ça, mais à la télévision. Le coût, ce sont les enfants dans les Kasaï qui ne vont plus à l'école, qui vont chercher du diamant. Non, ça veut dire quoi? Qui n'étudient pas. Allez-y. Mais parce qu'il faut satisfaire les besoins primaires. En Mbuji-Mayi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour que les gens y travaillent? Rien du tout. Donc les gens cherchent du diamant pour vivre. Alors il y a eu un manque d'encadrement justement bien du sûr, pouvoir de la... Mais je rappelle ça, qu'il faut faire quelque chose là-bas. Les enfants vont chercher du diamant pour les parents et eux, ils ne vont pas à l'école. Quand je dis enfants, c'est juste que peut-être à 18 ans. Ils ne vont pas à l'école. Donc on fabrique des analphabètes.
L'endroit où on creuse du diamant, il y a les mamans qui vont pour donner à manger à ceux qui crèvent, qui creusent. Mais vous savez, il y a beaucoup de maladies qui étaient anciennement éradiquées, comme la maladie du sommeil qui revient. Donc vous êtes contre l'artisanat minier? Mais moi, je suis quelqu'un qui réfléchit, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que ça coûte? Si ça coûte plus cher que ce que je gagne, il vaut mieux ne pas le faire. Donc pour vous, il faut arrêter avec l'artisanat Mais nous minier. devons réfléchir ensemble. Moi, je serai du nombre pour la réflexion. Est-ce que nous devons continuer à produire à un coût qui est supérieur à ce que nous gagnons? Regardez le cas de l'amiba. J'anticipe. Quel est le problème de l'amiba? On va y revenir parce Okay. que vous n'avez pas répondu à la question sur Laquelle? les démantèlements de la Gécamine. Ah, la Gécamine, Est-ce que excusez-moi. c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Parce que vous avez commencé par expliciter les causes. Oui. D'où nous venons. Oui. Qu'est-ce qui a poussé à l'État congolais à son Oui. temps de procéder justement avec les conseils de la Banque mondiale, des partenaires Oui. bi et multilatéraux, Oui. qu'on puisse procéder au départ volontaire? Mais nous avons C'était démantelé. une bonne politique? Est-ce que nous avons résolu le problème? Je vais vous dire le démantèlement, qu'est-ce qui se passe. Vous avez remarqué un engouement de beaucoup de gens venus pour investir au Congo, n'est-ce pas? Ils investissent où? Ils investissent dans l'exploitation des oxydes. Les oxydes, ce sont les minéraux qui sont dans les couches supérieures. Donc un peu en surface. Et qui sont, qui ne sont pas à très grande profondeur, et qui sont traversés par l'eau de pluie, c'est-à-dire qui sont dans les zones perméables. On peut les attaquer par l'acide sulfurique, solubiliser le cuivre à moins cher et produire du cuivre sans concentrateur. Parce que dans le temps, si vous avez été petit au Katanga, par exemple, vous saviez qu'il y avait les mines, après les mines, les concentrateurs, après les concentrateurs, les usines métallurgiques. Donc, le coût de ce qui sortait au niveau des usines métallurgiques, c'était le coût minier, le coût des concentrateurs qui n'est pas un coût négligeable. Et puis, le coût des usines métallurgiques. Mais avec les oxydes, il n'y a plus de coût des concentrateurs. Donc, vous produisez... Mais le gouvernement a exigé aujourd'hui, Oui. il est en train de demander Oui. aux investisseurs Oui. d'industrialiser leur façon de faire les choses. Qu'est-ce que ça D'avoir veut des usines. dire? Ça veut dire qu'il faut avoir des usines. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, nous disons qu'on attaque les oxydes et puis on fait du cuivre. Mais quand les oxydes vont se terminer, on devient quoi? On entre en profondeur, on aura ce qu'on appelle les minéraux mixtes. Les minéraux mixtes, il y a les oxydes et les sulfures. Il faut passer par le concentrateur. Est-ce que les mêmes personnes auront le même engouement? Peut-être pas. Mais je n'ai pas fini. D'ici 20 ans, probablement que nous resterons qu'avec des sulfures. Mais comme mon article commence par l'industrie minière, c'est une industrie du long terme. Normalement, mon pays devait commencer à étudier... Ça, c'est un conseil que vous donnez au gouvernement. Ah oui, d'étudier à après que les gens qui sont en train d'exploiter là, quand ils vont se retrouver devant les sulfures, qu'est-ce que nous faisons? Donc il faut qu'il y ait des études prospectives au niveau du gouvernement de la République pour penser après 10 ans, après 20 ans, il faut déjà commencer maintenant. L'industrie minière en RDC. Tout à fait. Ce qui s'est passé dans les grands Katanga, parce que le Katanga aujourd'hui est divisé en 4 provinces, à la faveur de la décentralisation. Oui. Donc c'est pratiquement la photocopie de ce qui se passe dans les grands Kasaï, avec la MIBA, la minière de Bakwanga. Oui. Qui a pratiquement subi le même sort que la Gécamine. Mais vous savez, la Gécamine a encore de la chance. Parce que la situation de la MIBA est pire que celle de la Gécamine. Ça veut dire quoi? Mais si vous ne savez pas, c'est peut-être parce qu'on ne donne pas l'information. La raison pour laquelle je suis aussi venu, c'est de dire attention. Par exemple, notre chef d'État prend la décision. Le président de la République. Le président de la République. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui.
prend une très bonne décision de redémarrer la BIBA. Lui, il tient vraiment à la relance. Ah oui, à même la lors relance. de son récent mais le passage président dans le Kassai, il a dit que la MIBA doit redémarrer. Voilà. Et le moyen sera mis à à disposition. Mais le président n'est pas un minier. Mais il a des conseils. Voilà. Mais quand moi j'ai vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui en parle, je suis venu à haute voix pour dire attention. Mais non, les gens en parlent, mais pas à la télévision peut-être. Mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quelque chose que je devais dire, je me fais excuser auprès de tout le monde. On ne vient pas sur les plateaux de la télévision pour régler les problèmes des sociétés. Les problèmes des sociétés, on les règle dans les organes sociétaires, qui sont les conseils d'administration, qui sont l'Assemblée générale d'abord, les conseils d'administration et le comité de gestion. Bon, revenons sur la situation de la MIBA. Vous avez dit qu'elle est pire. Ah oui. Parce que la GECAMINE peut encore avoir suffisamment de réserves. Si la GECAMINE investit très bien dans l'exploration pour augmenter ses réserves, si la GECAMINE peut moderniser la mine de Chitourou, c'était une usine, moi j'ai commencé par là, 135 000 tonnes de cuivre par an. Et 6 à 8 000 tonnes de cobalt. Aujourd'hui... Ça, c'est de l'histoire, hein? Oui, aujourd'hui, on fait 6 tonnes de cobalt. Mais il y a un problème. Il y a un problème, nous devons nous asseoir et discuter. Vous savez, un des gros problèmes de ce pays, c'est que nous ne faisons pas la comptabilité de l'expertise nationale. Est-ce qu'il est possible encore que la GECAMINE redevienne un peu ces géants parce qu'elle est déjà émiettée. Papa. Et il n'a plus encore de... Papa, si vous avez des réserves, ce sont des stocks qui sont économiquement exploitables. Si vous les avez, vous aurez tout le monde derrière vous. C'est la même chose pour la MIBA. Si on a des réserves, dire qu'on a du diamant ne veut rien dire. Parce que celui qui veut mettre de l'argent va poser la question de la certitude de ces réserves. C'est pourquoi vous apprenez qu'on demande à la MIBA de faire la certification. Il faut faire la certification. La RDC, c'est un scandale géologique. Géologique. Et ça, c'est scientifique. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne paye aucune facture. Ça ne paye aucune facture. Non. Scandale géologique. Non. Nous tous, nous les clamons tout haut. Oui. Non, mais ce n'est pas mauvais, c'est exact. Quand on fait l'éventail. C'est exact. Mais moi, je ne voudrais pas que mes enfants s'arrêtent là. Scandale géologique, ça paye quoi? Ça ne paye rien. C'est le scandale minier qui paye quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous avez creusé, vous avez vu ce qu'il y a, vous avez calculé, vous savez ce que vous allez produire. Oui. Quand je vois un technicien mettre une pelle, en train de chercher où il faut mettre une pelle pour exploiter, j'ai des larmes qui coulent de mes yeux. Moi, je suis Kassaïen, je suis Moulouba. Je ne vous cache pas. D'où c'est? Je suis Moulouba de Kabeye-Kamouang. Ah bon? Oui, je suis de Kabeye-Kamouang. Et je n'ai pas honte de le dire, je suis de Kabeye-Kamouang. Je m'appelle Ngandouka Mbebetoubé. Oh, mais vous avez des traits avec les 5 de l'humidité. Ah oui, hein? Quand il était vivant, il me disait toujours, il faut que tu sois à côté de moi. Vous savez pourquoi je dis, j'ai des larmes dans les yeux. Quand je vois un technicien mettre une pelle, chercher à mettre où il va mettre la pelle pour prendre du diamant, j'ai des larmes dans les yeux. Si je vous comprends bien, il faut donc... Laissez-moi terminer, c'est un petit peu. Allez-y. Si l'ingénieur cherche là où il doit mettre la pelle, il faut les licencier. Parce que la pelle, là où il faut la mettre, on connaît ça 3 ans avant. Il faut des études de faisabilité. Mais enfin, je vous ai dit que c'est... Il faut me lire, hein. Il faut lire même entre les lignes. C'est une société, c'est une industrie du long terme. Une industrie du long terme. C'est-à-dire les choses se font à l'avance. Parce qu'on regarde... Si je vous comprends bien, donc on ne doit pas se frotter les mains, nous en tant que Congolais, en disant que c'est un scandale géologique. Non. Si au préalable, il n'y a pas eu des études de faisabilité, il n'y a pas eu de certification des minéraux et des réserves. Non. Nous devons apprendre à travailler. Vous savez, les Congolais, vous avez beaucoup de très bons techniciens. Hein? Des théoriciens. Non.
Des techniciens. Des techniciens. Gécamine était dirigé par des véritables ingénieurs. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Beaucoup sont morts. Mais quand vous allez dans l'Ituri, vous allez les trouver partout là où on ouvre les mines. Vous allez trouver ces gens-là, les anciens du Katanga, les anciens de la Miba. Vous allez les trouver là-bas. Nous sommes en train de terminer cette émission. Peut-être qu'on vous aura dans une autre tranche spécialisée. Je suis d'accord. La question que je voudrais vous poser, avant peut-être que nous puissions nous séparer. Oui. Vous avez présenté un tableau un peu reluisant sur la situation de l'entreprise minière, des entreprises minières en RDC. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que nous puissions redémarrer, relancer les activités, par exemple, de la Gécamine, de la MIBA et d'autres entreprises minières qui émargent au portefeuille de l'État? Merci beaucoup, ça c'est une très, très bonne question. Je commence par la MIBA. La MIBA, son problème, c'est que le diamant qui est exploité, son coût est supérieur au prix. Donc, le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation est supérieur au prix. Alors, comment vous allez faire pour démarrer? Vous allez d'abord faire un diagnostic multisectoriel, accompagné après d'un plan de redressement. Et le plan de redressement, c'est celui qui va expliquer comment vous allez réduire les coûts et comment vous allez augmenter pour que ça se rejoigne. Et alors, à droite, vous pouvez gagner de l'argent. Mais ça va prendre combien de temps? Même chose pour la Gécamine. Même chose pour la Gécamine. Mais la Gécamine, tout comme la MIBA, il faut faire l'exploration. Je vais vous donner une phrase qui va rester marquée dans votre cerveau. C'est celui-ci. L'exploration est à l'industrie minière ce que la nourriture est au corps humain. Si vous ne mangez pas, vous allez certainement mourir. Si vous ne faites pas l'exploration, vous allez mourir. Donc l'exploration, c'est très important. La Gécamine doit faire l'exploration, la MIBA doit faire l'exploration. Mais la première chose, d'abord pour la MIBA, c'est faire le plan de redressement. Le plan de redressement. Le plan de redressement. Alors, qui là, peut déboucher aussi au départ volontaire, comme mais bien sûr. À la Gécamine. Ah, bien sûr. Moi, je sais que les amis de la MIBA qui étaient au conseil, moi-même j'étais au conseil, mais je me rappelle que nous avions demandé aux propriétaires qui est l'État congolais. Réduise, oui, pas seulement l'État congolais, parce que les propriétaires, il y en a deux. Il y avait Sibeka et il y avait l'État congolais. L'État congolais ayant 80% et Sibeka ayant 20%. Sibeka, c'est le père de la MIBA. Et le père de Sibeka, c'est la minière de Beseka. Donc, la MIBA, c'est le petit-fils de la minière de Beseka. D'accord, on aura le temps d'en parler dans nos prochaines émissions. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à dire sincèrement merci à l'ingénieur civil métallurgiste et économiste minier, Jacques Prosper Ngandou Kayembe, pour les petits temps qu'il nous a consacrés. Je sais qu'il a beaucoup de matière à débobiner ici. Je vous remercie aussi. Il a été très actif, il a travaillé à la Gécamine pendant des décennies avant de démissionner. Il m'a confié qu'il a démissionné de son propre gré, oui. Mais il veut mettre son expertise pour les rayonnements de l'entreprise, de l'industrie minière en RDC, pour que le pays trouve des dividendes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur votre télévision.